Imaginez, vous êtes sur un site de shopping, vous tombez sur une montre de luxe en promotion, il reste seulement 2 exemplaires. Et là, votre cerveau s'active, vous n'y pensiez même pas avant. Mais maintenant, il vous la faut, parce qu'il n'en reste presque plus, parce que quelqu'un d'autre pourrait la prendre avant vous. Voilà comment on vous manipule avec la rareté. Et le plus fou, ce n'est pas un accident. Ce mécanisme est parfaitement connu et utilisé par des marques parmi les plus puissantes du monde, de Beers, Burberry, Hermès, Cartier, Harvard. Tous exploitent la même faille psychologique. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment fonctionne ce piège de la rareté, pourquoi votre cerveau tombe dedans, comment certaines entreprises l'utilisent de manière éthique et comment d'autres s'en servent pour aspirer votre argent. Tout commence bien avant que vous soyez né, des milliers d'années en arrière. À l'époque, l'enjeu principal, ce n'était pas d'acheter un sac à main ou un téléphone, c'était de survivre, trouver de la nourriture, de l'eau, un abri, et surtout, ne jamais manquer de ressources vitales. Notre cerveau a donc développé un réflexe très simple. Quand quelque chose devient rare, il faut l'obtenir tout de suite, parce qu'attendre, c'est prendre le risque de mourir de faim ou de froid. Ce réflexe a sauvé nos ancêtres, sauf qu'aujourd'hui, dans un monde d'abondance, il fonctionne toujours, même quand l'enjeu n'est plus vital du tout. Quand vous voyez « dernière pièce disponible »,« stock limité »,« offre valable 24 heures », votre cerveau déclenche cette vieille alerte de survie. Il ne fait pas la différence entre un sac Hermès et un stock de nourriture avant l'hiver. Pour lui, c'est une ressource qui pourrait disparaître. Et il vous pousse à agir vite. C'est ce qu'on appelle un raccourci mental, un heuristique de rareté. Votre cerveau simplifie l'analyse en associant directement rare avec précieux. Le problème, c'est que des entreprises très intelligentes ont appris à exploiter ce réflexe à leur avantage. Elles n'ont pas besoin que le produit soit réellement rare. Il suffit de créer l'illusion de la rareté. Prenons un premier exemple concret, les diamants. On nous a tous répété que le diamant est précieux parce qu'il est rare. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. 80% des diamants extraits dans le monde sont utilisés pour des machines, des outils de découpe, du polissage industriel. Les beaux diamants qu'on achète pour des bagues de fiançailles, ce n'est qu'une toute petite partie de la production. La vraie rareté, c'est De Beers qui l'a fabriqué. Pendant des décennies, ce groupe a contrôlé la production mondiale. Il a stocké des millions de carats, a limité les ventes et a organisé la pénurie pour que les prix montent. Résultat, on pense encore aujourd'hui que le diamant est exceptionnellement rare. Mais c'est une rareté construite. Même stratégie chez Burberry. À une époque, la marque détruisait des stocks entiers d'invendus. Plutôt que de vendre à bas prix et nuire à son image de luxe, elle préférait brûler les excédents. Pourquoi ? Pour maintenir la sensation d'exclusivité. Moins il y a de produits visibles, plus les clients ont l'impression que chaque pièce est précieuse. Chez Cartier et Montblanc, la maison mère Richemont rachète parfois ses propres invendus. Objectif, éviter que ces montres se retrouvent sur le marché de l'occasion à prix cassé et préserver la valeur perçue de la marque. Même logique chez Hermès et son fameux Birkin. Vous ne pouvez pas entrer dans la boutique et simplement l'acheter. Il faut avoir un historique d'achat, être un client fidèle, patienter parfois des années. Non seulement le sac est cher, mais en plus, il est volontairement difficile d'accès. Et ce n'est pas réservé aux produits de luxe. Même dans l'immobilier, on retrouve ces mécaniques. Les maisons situées dans des lotissements fermés se vendent en moyenne 30 000 $ plus cher. Les équipements et la sécurité comptent, bien sûr. Mais le vrai levier, c'est la rareté du nombre de maisons disponibles. Peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix montent. Et dans l'éducation, c'est encore plus flagrant. Harvard, par exemple, pourrait accueillir plus d'étudiants. Ses infrastructures le permettent. Mais l'université choisit de n'admettre qu'environ 3% des candidats chaque année. Cette sélection drastique crée une aura d'exclusivité. Être diplômé d'Harvard devient un privilège rare, donc recherché. Attention à ne pas tout mettre dans le même sac. Toute rareté n'est pas forcément une arnaque. Il faut faire la différence entre deux types de rareté. D'un côté, il y a la rareté artificielle, celle qui ne repose sur rien de concret, uniquement créée pour provoquer l'envie et la peur de manquer. De l'autre, il y a la rareté qui découle d'un vrai travail, d'une vraie exigence de qualité. Prenons à nouveau l'exemple du sac Birkin. Oui, Hermès limite volontairement la production, mais chaque sac est fabriqué à la main par un seul artisan, du début à la fin.
Les matériaux utilisés sont parmi les meilleurs au monde. Le travail demandé est énorme. La rareté est en partie liée à cette exigence de fabrication. Même chose pour Harvard. Le faible taux d'admission crée de l'exclusivité, mais l'université investit aussi massivement dans ses professeurs, ses infrastructures, ses recherches et dans le réseau d'anciens élèves qu'elle entretient depuis des décennies. Le prestige n'est pas basé uniquement sur le fait d'être difficile d'accès. Il y a un contenu derrière. Pour l'immobilier haut de gamme, c'est pareil. Les maisons dans les lotissements privés offrent souvent des services spécifiques, sécurité renforcée, infrastructures de qualité, environnement entretenu. La rareté ne vient pas uniquement du nombre limité de maisons, mais aussi de la qualité de vie proposée. En résumé, la vraie rareté repose sur un travail, un savoir-faire, une qualité tangible. Le problème, c'est quand certaines marques créent de la tension sans rien derrière, juste pour faire monter la pression et déclencher l'achat compulsif. Promotions éclairs, décomptes agressifs, fausses ruptures de stock. Là, c'est votre cerveau primitif qu'on cherche à hacker. Et à chaque fois que vous tombez dedans, vous perdez un peu plus le contrôle de vos finances. Maintenant qu'on a vu comment la rareté est fabriquée, la vraie question c'est comment résister? Parce qu'en face, les marques connaissent votre cerveau mieux que vous. Leur objectif est simple, déclencher un achat émotionnel avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Alors, voici 3 réflexes très simples à mettre en place. Premier réflexe, ralentir. À chaque fois qu'une offre vous semble urgente, dites-vous ceci. Si c'était vraiment une bonne affaire, elle le sera encore demain. Rien que le fait d'attendre 24 heures permet à votre cerveau logique de reprendre le dessus. Souvent, cette simple nuit de réflexion suffit à faire tomber l'envie. Deuxième réflexe, posez la vraie question de la valeur. Demandez-vous objectivement, est-ce que ce produit a une vraie utilité pour moi? Est-ce qu'il va améliorer concrètement ma vie? Est-ce qu'il est fabriqué avec un vrai savoir-faire, des matériaux de qualité, un service client solide derrière? Si la réponse est floue, ou si vous êtes incapable de justifier l'achat autrement que par « il n'en reste plus beaucoup », c'est probablement un piège. Troisième réflexe, définir vos propres règles d'achat. Par exemple, je n'achète jamais un produit de plus de 100 € sans avoir comparé au moins 3 alternatives. Ou encore, je ne fais aucun achat sous pression d'une offre limitée. Ces règles personnelles deviennent vos garde-fous émotionnels, parce que en vérité, la vraie rareté aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de sacs ou de montres en stock, c'est votre attention, votre capacité à prendre de bonnes décisions financières. Et ça, c'est votre meilleur actif. Voici le vrai déclic. Les marques utilisent donc la rareté pour augmenter la valeur de leurs produits. Mais vous pouvez utiliser exactement la même logique pour augmenter votre propre valeur. Quand vous limitez votre disponibilité, quand vous êtes sélectif sur les projets que vous acceptez, sur les clients avec qui vous travaillez, sur les compétences que vous développez, vous créez de la rareté autour de vous. Vous n'êtes pas accessible à tout le monde, tout le temps. Et ça élève votre valeur perçue. C'est exactement ce que font les meilleurs experts dans leur domaine. Ils ne courent pas après chaque opportunité. Ils choisissent avec qui ils travaillent, à quel rythme, à quel prix. Votre temps, votre énergie, vos compétences, votre attention, ce sont vos ressources les plus rares. Et dans un monde où tout le monde court après tout, celui qui maîtrise sa propre rareté prend une avance énorme. Même dans vos finances personnelles, ce raisonnement s'applique. En refusant les achats compulsifs, en sélectionnant les investissements avec rigueur, en ne courant pas après chaque effet de mode, vous préservez votre capital, vous créez une stabilité financière rare. Et c'est cette rareté-là qui vous donne un vrai pouvoir. Souvenez-vous toujours de cette image simple. La rareté, c'est le cadre. La valeur, c'est le tableau. Un produit peut être rare et pourtant inutile, et un produit peut être disponible et pourtant extrêmement précieux. Votre job, c'est de savoir faire la différence. Aujourd'hui, ceux qui contrôlent la rareté contrôlent l'économie. Les marques de luxe, les universités prestigieuses, les grandes entreprises tech, tous jouent sur cette corde. Mais à votre échelle, vous avez la possibilité de reprendre le contrôle. Chaque décision financière peut soit nourrir votre liberté, soit nourrir le marketing des autres. La rareté est un outil. Quand c'est vous qui le tenez, il vous élève. Quand c'est les autres qui l'utilisent contre vous, il vous enferme. À vous de choisir de quel côté vous voulez jouer.